Commençons donc, Pepe, par ta dernière chronique, ton dernier article. Tu dis que l'ours, le dragon, l'éléphant, le toucan et le rossignol défient Goldfinger. Tu parles des BRICS. Je vais devoir expliquer cela à mes lecteurs. D'accord, commençons maintenant. Tout d'abord, j'ai envoyé la chronique à Nima il y a environ 10 minutes. J'ai terminé la chronique juste avant que nous commencions à parler, donc je l'ai immédiatement envoyée à Nima et au juge Knapp, à tous les deux, afin que nous puissions en discuter lors de nos conversations. Elle n'a pas encore été publiée, donc je suppose qu'elle sera publiée en Russie au milieu de la nuit, cette nuit. Le titre est Ours, Dragon, Éléphant, Toucan et Rossignol. Et devinez quoi, ce sont 5 BRICS, Brésil, Russie, Chine, Inde et Iran. Et ce sont, disons, les symboles nationaux, je ne dirais pas les animaux, en fait, les symboles nationaux. Je discutais avec Nima tout à l'heure en lui demandant si j'avais bien compris avec le rossignol. Et tu viens de me dire, Nima, oui, c'est correct, mais il y en a un encore meilleur. Mais si j'utilise celui-là, personne ne comprendra. C'est l'oiseau hybride qui apparaît dans les poèmes de Ferdowsi, n'est-ce pas? Donc d'accord, le rossignol, au moins, les gens feront tout de suite le lien avec Nima. Et bien sûr, Goldfinger, pour Donald Trump, c'est une blague. On ne peut pas ne pas plaisanter sur le personnage de Donald Trump. Et j'ai été inspiré par l'un de mes lecteurs qui a proposé Goldfinger. Je me suis dit, c'est génial. Alors, je suis retourné voir quelques-unes des grandes scènes de Goldfinger, et j'ai inclus cette scène dans ma chronique, parce que c'est James Bond 07 qui joue au golf avec Goldfinger. James Bond 007 playing golf with Goldfinger. So this is absolutely priceless. C'est absolument inestimable. Alors, pourquoi Goldfinger? Parce qu'il est toujours à la recherche d'or. Goldfinger est un entrepreneur impitoyable, un gangster, un escroc et un homme d'affaires mégalomane, toujours à la recherche de sa propre version de l'art de la négociation, ce qui équivaut à trouver de l'or, quoi qu'il en coûte, et cela doit toujours se faire à sa manière. Goldfinger est donc une métaphore appropriée pour parler de Donald Trump. Et bien sûr, quand on met ça dans le titre, on obtient les 5 BRICS contre Goldfinger, ce qui correspond à la situation actuelle. Nous sommes au cœur d'un empire du chaos. Goldfinger, le système américain, peu importe comment on l'appelle, guerre hybride. Guerre froide, et sous certains aspects, guerre chaude, dans le cas du bombardement de l'Iran contre les BRICS. Et cela est intimement lié à ce qui va se passer en Alaska. C'est de cela que traite la chronique. Nous parlons des possibilités, nous parlons des défis, nous parlons des malentendus, et nous évoquons aussi ce que Trump essaye d'obtenir de la rencontre en Alaska. Et ce que vise Poutine, qui est un personnage extrêmement calculateur, qui fait ses devoirs, qui est ultra préparé pour les sommets de haut niveau, et il fait cela depuis 25 ans. Alors Nima et vous tous, pouvez-vous imaginer à la même table un homme avec la stature d'homme d'État de Poutine, face à face avec Goldfinger? Cela commence déjà à un niveau très inégal, n'est-ce pas? Pepe, dans ton article, je viens de le lire avant de venir te parler, tu dis que tu compares le sommet entre les États-Unis et la Chine. Qu'est-ce que cela signifie pour ce sommet-ci? Parce que ce sommet-là a eu lieu en Alaska, si je ne me trompe pas. Tu l'as mentionné. Oui, c'est une question très importante, Nima, parce que j'ai abordé ce sujet sur ma chaîne Telegram et aussi dans ma chronique. Et je vais également le publier sur X pour rappeler aux lecteurs qu'en mars 2021, en pleine pandémie de Covid, il y a eu un mini-sommet à Anchorage, en Alaska, cette fois entre les États-Unis et la Chine. Et ce fut un désastre du point de vue américain, comme on peut l'imaginer. Donc, si l'on pense qu'il y a un déséquilibre en termes d'expérience, de préparation, de travail, d'études, de lecture, etc., entre Poutine et Trump, imaginez mars 2021 dans un hôtel miteux en Alaska,
Selon les Chinois, ils n'avaient même pas eu droit à un vrai petit déjeuner. In Alaska, according to the Chinese, they didn't have a proper breakfast. So it was a ridiculously, horribly organized. C'était donc un mini-sommet ridiculement et horriblement mal organisé, alors que la discussion était très importante. Du côté américain, nous avions Blinken et Sullivan. Je pense que la plupart d'entre vous comprendront ce que je veux dire, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Du côté chinois, il y avait Wang Yi, ministre des Affaires étrangères à l'époque, et Yang Jiechi, qui est l'ultra-haut responsable, politicien chevronné, porte-parole et stratège de la politique étrangère chinoise. À ce moment-là, il occupait un poste supérieur à celui de Wang Yi en tant que ministre des Affaires étrangères. Ces deux-là, Nima et vous tous, ils ont détruit Blinken et Sullivan. Donc, sur mon télégramme, j'ai publié ce que j'avais écrit avant Anchorage, ainsi que celui-ci, qui est lié dans l'article, à propos de ce qui s'est passé ensuite. Et cela a bouleversé l'échiquier d'une manière que personne n'aurait cru possible avant l'Alaska. Les Chinois sont, en quelque sorte, sortis de leur coquille, disons-le ainsi, et de leur politesse. Et Yang Jiechi a dit en face à Blinken et Sullivan, « Qui vous donne le droit de traiter la Chine de cette façon? Qui êtes-vous? Pour qui vous prenez-vous » Et cela a été dit ouvertement, enregistré en direct. Évidemment, les Américains n'ont jamais diffusé cela, mais il y avait une traductrice chinoise fabuleuse, une jeune femme. Elle est devenue instantanément une méga superstar sur l'Internet chinois parce qu'elle traduisait mot à mot, très fidèlement, ce que Wang Yi et Yang Jiechi disaient à Blinken et Sullivan. Et c'est ainsi que la Chine a finalement dit « Bon, nous en avons assez de vos cloneries. » Cela a complètement bouleversé l'échiquier géopolitique, car désormais, les Américains allaient devoir composer avec une Chine très affirmée, alors qu'elle avait jusque-là été relativement passive. J'essaie donc de vous présenter cela comme une possibilité de ce qui pourrait se passer en Alaska entre Trump et Poutine. Il est possible que ça change la donne à plus d'un titre. Nous ne savons toujours pas. Aucun d'entre nous ne peut vraiment dire ce qui va se passer là-bas. Les attentes ne sont donc pas très élevées, bien sûr. Mais étant donné la volonté désespérée de Trump d'obtenir n'importe quelle percée qu'il pourrait présenter lors d'une opération photo et de relations publiques mondiales comme une victoire personnelle, il pourrait être prêt à faire des efforts supplémentaires, même en sachant que quoi qu'il fasse ou dise, cela ne changera pas la position russe. Nous savons tous que la position russe a été explicite et détaillée depuis au moins juin de l'année dernière, donc depuis plus d'un an, par le président Poutine et par tous les autres, au plus haut niveau du gouvernement. Alors, quelle carte Trump a-t-il en main? Aucune. Poutine a toutes les cartes, et pourtant, il a décidé d'aller en Alaska. Pourquoi? C'est là qu'il faut revenir à ce que je considère comme la phrase clé de ces dernières semaines. Tout le reste n'est que spéculation. Il n'y a qu'une seule phrase clé à propos de l'Alaska. Yuri Ushakov, principal conseiller présidentiel de Poutine, a déclaré « Les Américains nous ont présenté une proposition que nous avons jugée acceptable. » Ce sont les propres mots d'Ushakov. Qu'est-ce que cela signifie? Que malgré tout ce désordre, toute cette animosité, tout ce que Trump lui-même, bien sûr, mais aussi les gens autour de Trump, ou en sous-main, ou l'État profond, ou des généraux à la retraite, ou peu importe qui, lance contre la Russie, le Kremlin a examiné la proposition et a dit « D'accord, asseyons-nous et parlons-en ». Nous ne savons toujours pas ce qui a particulièrement attiré l'attention de Poutine et du Conseil de sécurité. Cela doit être quelque chose d'inédit, sinon il ne prendrait même pas la peine. C'est un voyage très très risqué, Nima, et pour vous tous. Il se rend sur le territoire américain. Quoi qu'on dise de l'Alaska, c'est un territoire américain. Et nous savons que tout peut arriver, pas forcément de la Maison-Blanche,
mais de tous ces acteurs toxiques qui gravitent autour, sur le terrain, à genoux, sur le côté, etc. Donc Poutine et le Conseil de sécurité considèrent qu'il s'agit d'un risque calculé de parler à Trump en face à face aux États-Unis, avec déjà la réserve que ce n'est que le début d'une conversation. Car il est pratiquement acquis que la prochaine rencontre aura lieu dans la Fédération de Russie. Donc, c'est le début. Cela pourrait être le début d'un long processus, ou cela pourrait dérailler complètement dans les 10 premières minutes. Mais c'est là où nous en sommes pour l'instant. Il existe des possibilités inhérentes qui, si elles se développent, même en tenant compte du fait que la partie américaine est totalement non préparée pour un sommet d'une telle importance et à ce niveau, pourrait aboutir à quelque chose. Et bien sûr, nous connaissons tous les aspects négatifs. Les Russes, lorsqu'ils ont pris en compte les aspects négatifs, ont évidemment évalué en détail ce qui pourrait résulter d'un déplacement en Alaska. Ils connaissent très bien les inconvénients et n'ont aucune illusion. C'est d'ailleurs très important. Ils savent aussi que si rien ne se passe, ils continueront à faire ce qu'ils font. L'opération militaire spéciale progresse désormais plus rapidement qu'auparavant. Nous allons devoir conquérir, nous conquérons davantage de territoires dans les prochains mois. Et c'est tout. Cette affaire se décidera sur le champ de bataille. Point final. Quoi que dise Trump, l'État profond, les Chihuahuas européens, peu importe ce qu'ils disent, nous avons nos directives, nous avons nos impératifs et nous suivons notre propre voie. Donc, du point de vue russe, il n'y a rien à perdre. Du point de vue de Trump, il y a beaucoup à perdre s'il n'obtient rien. Pour obtenir quelque chose, il va devoir faire des concessions, ce qui n'est pas dans la manière de Trump. Trump se défile toujours, mais c'est autre chose de se défiler devant Vladimir Poutine. Il ne peut pas se le permettre, et l'opinion publique intérieure ne le lui permettra pas, et l'État profond non plus. Donc pour lui, il ne dormira pas pendant les prochains jours. Il ne peut pas dormir pendant les prochains jours, Nima. C'est une question de tout ou rien, et une question de tout ou rien aussi pour sa présidence. S'il s'y prend mal, il est déjà un président sur 6, et il est de toute façon déjà en train de le devenir. Pepe, lorsqu'il s'agit du champ de bataille, lorsqu'il s'agit de la réalité du champ de bataille, je pense que la seule option acceptable pour les Russes serait que les 4 oblasts, Luhansk, Zaporizhia et Kherson, soient aux mains des Russes et que l'Ukraine retire ses forces de la région du Donbass. Et la Russie pourrait parler de la région de Soumy, car il s'empare de plus de territoires vers la partie occidentale de l'Ukraine. Oui. Le seul scénario que je peux imaginer dans lequel la Russie retirerait ses forces au-delà de cela, c'est si elle allait au-delà des territoires des 4 oblasts et prenait cette région d'Odessa jusqu'à Kharkov, en l'utilisant comme zone tampon, zone de sécurité, cordon sanitaire, peu importe le nom qu'ils voudront lui donner. Du moins pour le moment, car à mon avis, même si, soyons optimistes, 100% positifs, supposons qu'ils parviennent à un accord en Ukraine, ce cordon sanitaire sera très important pour les 2 parties. Il leur permettrait de s'évaluer mutuellement et de s'assurer qu'aucun des 2 camps n'attaque l'autre. Alors, comment voyez-vous cela? La Russie va-t-elle se retirer de ces régions et les laisser comme zone de sécurité ou comme une zone pouvant être gérée en vue d'un éventuel règlement? Tout dépend, Nima, de la discussion plus large, de la vision d'ensemble. Nous ne devons jamais oublier que l'Ukraine n'est qu'un sous-ensemble d'un tableau d'ensemble très très important, à savoir la redéfinition des relations entre les États-Unis et la Russie. D'accord, voyons ce que disent certains acteurs très importants. Ryabkov, par exemple, le vice-ministre des Affaires étrangères, a déclaré qu'il y avait peut-être des signaux indiquant que notre relation pourrait évoluer vers une certaine forme de normalisation,
mais que ce n'est encore que le début. Disons donc qu'il est relativement optimiste, mais aussi très réaliste. D'un autre côté, nous avons Medvedev qui dit « Oubliez ça, il est impossible d'avoir des relations normales avec les États-Unis compte tenu de ce qu'ils nous ont fait subir depuis plus de 10 ans, voire 15 ans. » Nous devrions revenir à la période en Asie, sous l'ère Obama, il y a 15 ans. Ainsi, il y a une division entre le Conseil de sécurité et le ministère des Affaires étrangères. Les avis sont partagés. Et bien sûr, si l'on regarde certains des acteurs les plus, je ne dirais pas radicaux, mais plus affirmés, au sein de l'appareil de renseignement, le SVR, le FSB, etc., les agences de renseignement, ils sont bien plus radicaux que Poutine lui-même. Non seulement en ce qui concerne le fait de couper la tête du serpent à Kiev, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps, mais aussi en ce qui concerne l'attitude. Eh bien, nous n'allons plus accepter les caprices des Américains. Et s'ils ne sont pas contents, très bien, M. Oreshnik va leur passer le bonjour. Comparé à eux, Poutine est une figure pragmatique, calculatrice et modérée. Donc par exemple, si tu compares directement, tu imagines si Bortnikov, le chef du FSB, devenait président russe. Bortnikov, mec, il se laisse marcher sur les pieds par personne. Il est vraiment, vraiment dur. Bien plus que Poutine. Donc tout dépend de ce qui est en jeu, Nima. Est-ce qu'on va avoir dès le départ, je n'arrive même pas à imaginer comment ce serait possible. Imaginons que Poutine ait... Tu te souviens quand il a eu ce monologue lors de l'interview avec Tucker Carlson, où il a parlé pendant 20 minutes pour expliquer l'histoire de la Russie. Supposons que Poutine se lance dans un monologue de 20 minutes expliquant l'histoire de la Russie, plus l'histoire de la guerre par procuration en Ukraine à Trump, dans les 20 premières minutes. Et en supposant que Trump l'obtienne, la traduction sera complètement perdue dans la traduction, et aussi perdue dans son cerveau. D'accord, mais supposons que cela arrive. Cela signifie que Trump devra admettre que pour obtenir ce soi-disant cessez-le-feu dont il se vante tout le temps, et que les chihuahuas européens réclament aussi désespérément, ils devront commencer à négocier la question de fond, à savoir la réinitialisation des relations entre les États-Unis et la Russie, ce qui inclut tout ce que nous savons, plus d'expansion de l'OTAN, neutralité de l'Ukraine, démilitarisation de l'Ukraine, l'OTAN revenant à ses frontières précédentes. Et ça pourrait concerner les 5, 10 ou 15 dernières années. C'est aux Russes de décider, de dire d'accord, revenons à avant l'Europe de l'Est, la majeure partie de l'Europe de l'Est. Ils ont le droit de le faire. Et les Américains, évidemment, diront non. Donc tout dépend de cela. Et cela dépend, bien sûr, si cela va un peu plus loin, alors ils peuvent vraiment commencer à parler de la reprise des affaires. Ce qui, Nima, soit dit en passant, est la seule chose qui compte dans l'esprit de Trump. Pour toi, Nima, et pour notre public, quelle est la priorité numéro 1 de Trump s'il y a une normalisation des relations avec la Russie? Faire des affaires dans l'Arctique. Point final, c'est tout. Pourquoi? Le pétrole, le gaz, de multiples opportunités pour les grandes entreprises énergétiques américaines. Certaines d'entre elles faisaient déjà des affaires avec la Russie auparavant, avant les sanctions, Exxon, Chevron, etc. C'est la seule chose qui compte pour Trump. Cela signifie donc que Trump devrait convaincre Poutine qu'il est avantageux pour la Russie d'accueillir des investissements américains dans l'industrie pétrolière et gazière de l'Arctique. C'est difficile. Je ne vois pas cela arriver de sitôt, même si les relations se rapprochent. Donc, dans le cadre de cette vision d'ensemble, parler de la normalisation des lignes de front en Ukraine n'est qu'un détail. Cela ne commencera pas par là. On commencera par la vision d'ensemble, puis les sous-ensembles. And then we get to the subset. This is what a real
Voilà ce qu'implique une véritable discussion conceptuelle et approfondie entre deux chefs d'État de deux superpuissances. Mais quand on regarde le manque de préparation pour le sommet, c'est insensé. Les Américains n'ont fait aucun travail préparatoire, du moins d'après tout ce que l'on sait jusqu'à présent, que ce soit par des fuites ou tout le blablabla des think tanks et des médias traditionnels. Ils n'ont aucune préparation concernant les sujets qui seront abordés par Trump. Trump lui-même ne sait pas. Il ne connaît pas les paramètres. Il se plaignait, je crois, hier, « Je vais parler aux Européens ». En fait, c'est probablement aujourd'hui, mercredi. Je vais parler aux Européens et examiner les paramètres. Il ne connaît pas les paramètres. Personne ne lui a expliqué. Écoute, voici ta liste des 10 principales questions que tu dois aborder avec Poutine et dans l'ordre chronologique. Non, il n'a rien du tout. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Évidemment, ils ne sont pas prêts pour un dialogue de haut niveau. La seule chose qui compte et la seule chose sur laquelle Trump insiste, c'est ce fichu cessez-le-feu, qui n'aura pas lieu, pas comme ça, à moins qu'il ne convainque Poutine de la nécessité d'un cessez-le-feu. Et la Russie n'a pas besoin d'un cessez-le-feu pour commencer. Et le fait est que Poutine ne peut rien accepter, car il a ses propres divisions ou problèmes internes. Trump mène actuellement une bataille interne avec l'État profond et même avec certaines factions du MAGA qui désapprouvent fortement sa politique étrangère. Sans parler du fait qu'il doit apaiser les vassaux, ces chihuahuas décapités en Europe, qui sont tous opposés à toute forme de normalisation avec la Russie. Poutine, c'est plus compliqué. Poutine doit faire face à ses critiques internes qui disent qu'il n'est pas assez dur, pour le dire ainsi. Et en même temps, Nima, et c'est essentiel, c'est d'ailleurs une partie de la chronique que je viens d'écrire, Poutine et la Russie en tant que membres des BRICS. N'oubliez pas, tous. Poutine représentera les BRICS en Alaska, pas seulement la Russie. En quel sens? Dans le sens où l'empire du chaos, et Trump en particulier, sont en guerre contre les BRICS dans leur ensemble, hybride, chaude, froide, moyenne, peu importe. Et bien sûr, il y a cette menace très sérieuse, du moins jusqu'à hier, qu'il impose des sanctions secondaires à toute nation des BRICS, en particulier celles qui continuent d'acheter de l'énergie russe, notamment du pétrole russe. Quelles sont les deux principales cibles? Deux pays des BRICS, l'Inde et la Chine. Donc évidemment, nous ne savons pas, mais il y a une forte possibilité que dans cette offre acceptable transmise de Trump à Poutine via Witko, cela implique la possibilité que Trump n'imposera pas de sanctions secondaires à d'autres nations des BRICS, comme l'Inde et la Chine, si elles commencent à s'entendre sur quelque chose avec la Russie. Et c'est pourquoi la Russie représente également les autres membres des BRICS. Parce que Poutine va dire, regardez, vous imposez des sanctions à tous mes partenaires des BRICS, et le contre-coup va se retourner contre vous. Vous, l'économie américaine, vous allez perdre lourdement. Le Brésil peut facilement trouver de nouveaux marchés en Asie pour ses produits. L'Inde ne va pas arrêter d'acheter notre pétrole. Nous n'allons pas cesser de vendre ce que nous vendons à travers l'Eurasie. Et la Chine, surtout, ne mettra jamais fin à sa relation stratégique avec nous. Nous sommes désormais complètement liés, que ce soit dans le commerce ou dans notre propre monnaie. Donc vous devez faire quelque chose à ce sujet. Sinon, ce dialogue n'a aucune chance d'aboutir. C'est pour cela que c'est si important. Donc, nous avons les problèmes internes de Trump qui sont très graves et il doit livrer quelque chose, une opération photo, un coup de communication, vous savez, posé devant les caméras. Je commence à instaurer la paix en Ukraine, peu importe l'absurdité qu'il invente. Et Poutine, bien sûr, dit à l'opinion publique russe, « Toutes les directives que j'ai établies il y a 1 an, nous continuons à les suivre. »
Et en même temps, peut-être pouvons-nous obtenir un certain allègement du côté de nos partenaires des BRICS. Il n'utilisera évidemment pas le terme guerre hybride, mais il s'agit d'un allègement des tarifs venant des États-Unis contre nos partenaires des BRICS. S'il parvient à obtenir cela, c'est une grande victoire commerciale mondiale pour la Russie. Et évidemment, les Russes en tiennent également compte. Compte tenu du problème localisé, je pense que ce serait un plan énorme, vraiment énorme, de la part des Russes d'en parler. Il ne s'agit pas seulement du terrain, il ne s'agit pas seulement du territoire, il s'agit de sécurité, il s'agit de ce qui se passerait après tout règlement. Comment la Russie envisage-t-elle l'arrangement sécuritaire? Comment la Russie voit-elle la partie occidentale de l'Ukraine? Je pense que la partie la plus facile serait la reconnaissance des 4 oblasts. La plus difficile serait que la Russie, d'une manière ou d'une autre, la Russie ne veut pas que les services de renseignement britanniques soient à Odessa ou à Mykolaïv, dans la partie occidentale de l'Ukraine. La Russie veut que la partie occidentale de l'Ukraine soit entre les mains des Ukrainiens et de ceux qui se soucient de l'Ukraine, qui souhaitent de meilleures relations à la fois avec l'Est et l'Ouest. Peu importe. Je ne pense pas que la Russie ait un problème avec les liens entre la partie occidentale de l'Ukraine et l'Union européenne, mais il faut équilibrer cela avec la Russie. À mon avis, ils doivent comprendre l'importance de la Russie pour l'Ukraine, car après tout, même la partie occidentale de l'Ukraine est très importante en termes de sécurité pour la Russie. Et ce sont là d'énormes défis pour Donald Trump, à mon avis. Et il doit avoir une certaine forme de levier sur ces personnes en Europe que vous avez qualifiées de vassaux, mais qui sont tout de même capables de faire beaucoup et de pousser beaucoup. Donc la question se pose, jusqu'où Donald Trump serait-il prêt à aller pour y parvenir? Est-il prêt à le faire? Nima, does he understand the stakes? Nima, comprend-il les enjeux? Il n'a aucune idée des enjeux parce qu'il ne connaît pas l'histoire de fond. Et il n'y a personne dans Trump 2.0 qui en une demi-heure pourrait lui expliquer le contexte. D'accord, si Jeffrey Sachs allait dans le bureau ovale, en une demi-heure, Jeffrey Sachs pourrait donner à Trump tout le contexte. Pourtant, il ne le comprendrait pas. Parce qu'il faut comprendre les concepts, il faut comprendre la signification de l'avancée de l'OTAN vers la Russie. Il faut comprendre l'histoire passée de la Russie, ce qui lui échappe complètement. Donc il ne peut pas prendre de décision éclairée parce qu'il ne comprend ni le fond, ni les concepts de base. Par exemple, du point de vue russe, oui, ils ne peuvent pas s'arrêter avec les 4 régions tant qu'il n'y a pas un régime à Kiev contrôlé par des oligarques ou des néo-nazis. Oui, la Russie accepterait cela s'il y avait un gouvernement rationnel, stable, et bien sûr des élections démocratiques, et que la population ukrainienne n'élirait pas quelqu'un comme Porochenko ou Zelensky ou autre. Vous voyez, la Russie pourrait vivre avec cela, bien sûr, à condition que ce soit un gouvernement stable, qui ne menace pas la Russie et qui ne fasse pas partie de l'OTAN, s'il veut rejoindre l'UNPOST dans un avenir proche. Et cela sera mis en veto au sein de l'UE, parce que nous savons qu'il y a au moins 4 ou 5 pays de l'UE qui ont déjà dit qu'il n'était absolument pas question que l'Ukraine rejoigne l'Union. Donc c'est une impasse, l'Ukraine dans l'UE. Les Russes le savent aussi. L'élément clé, c'est l'OTAN. S'il y a un nouveau gouvernement à Kiev, où l'OTAN est très présente, et que le processus de maintien de la guerre perpétuelle contre la Russie se poursuit, la Russie sait qu'elle devra tout recommencer depuis le début. Alors pourquoi ne pas achever maintenant le programme de démilitarisation, en fait assainir l'Ukraine de ces groupes néo-nazis? Ce sera très difficile, et c'est un processus très long, mais au moins cela établirait une sorte de zone tampon.
And of course, this would imply something that, this Et is bien sûr, cela impliquerait quelque chose que vous savez si vous en parlez dans la rue. Par exemple, ask this question. posez cette question dans la rue, Not only Moscow, saying, non seulement à Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan, Sochi, Vladivostok, Yekaterinbourg, etc. do you think that Russia should Pensez-vous que la Russie devrait récupérer Odessa? Everybody's gonna tell you yes. Tout le monde va vous répondre oui, parce qu'Odessa est russe, et Odessa fait partie de la Russie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Culturellement et historiquement, Odessa est une ville russe. Donc, Poutine devrait renoncer à récupérer Odessa, ce qui, pour l'opinion publique russe, serait un coup dur. Et la façon dont le Kremlin gérerait cela, vous savez, tout est possible. Mais cela pourrait arriver. All bets are off. But it could happen. But assuming that in this Mais en supposant que sur cette voie vers un accord global entre les États-Unis et la Russie, cette réévaluation des relations, des sphères d'influence très importante que vous venez de mentionner à l'instant, l'indivisibilité de la sécurité est le concept clé que la Russie a proposé à l'OTAN et à l'ancienne administration Biden en décembre 2021, avec ses lettres disant « Asseyons-nous et discutons de l'indivisibilité de la sécurité pour les États-Unis, pour l'Europe de l'Est, pour nous, etc. » Et il n'y a pas eu de réponse de la part des États-Unis. Ils vont devoir s'en occuper tôt ou tard. Si Trump ne comprend même pas ce que cela signifie, et il y a de fortes chances qu'il ne le comprenne pas, alors c'est une impasse à tous les niveaux, n'est-ce pas? Parce que si vous n'avez pas une réorganisation des priorités et des sphères d'influence entre les États-Unis et la Russie concernant l'Europe occidentale et l'Europe de l'Est, cette affaire n'ira nulle part. Nous continuerons à voir l'OTAN engagée dans l'entretien d'une guerre perpétuelle contre la Russie, ce qui est inscrit dans les statuts de l'OTAN et dans le blabla habituel de l'OTAN. Je relisais il y a quelques jours les décisions du soi-disant programme OTAN 2030. En gros, il s'agit de maintenir la guerre perpétuelle contre la Russie. C'est tout. Ils ont décidé cela lors d'un sommet il y a quelques années, en fait. Cela continuera ainsi, et les Russes le savent. Donc, du point de vue du Kremlin, c'est très clair. Soit nous discutons de tout, la vision d'ensemble, l'indivisibilité de la sécurité dans un nouveau système de relations entre vous, les États-Unis, et nous, en impliquant l'Europe, soit il n'y a rien à discuter. Et nous continuerons avec l'OMS, et nous gagnerons sur le champ de bataille, et l'Ukraine continuera de rétrécir. Et l'OTAN sera encore davantage démilitarisée, même si vous, les États-Unis, continuez d'envoyer des armes issues du complexe militaro-industriel à l'OTAN pour les transférer à Kiev. Nous allons toutes les éliminer. Donc c'est une impasse, non seulement pour Trump, mais aussi pour l'État profond, pour le complexe militaro-industriel et pour les Européens. La seule issue est de repartir de zéro en commençant par l'Alaska. D'accord. Commençons à discuter de la vision d'ensemble et de la manière de rétablir les relations entre les États-Unis et la Russie, y compris la grande image, les sphères d'influence et une nouvelle architecture de sécurité. Du point de vue de la Russie, ils ont déjà commencé leur nouvelle architecture de sécurité. Elle s'étend à travers l'Eurasie. Pour la Russie, pour la Chine, c'est la même chose. Pour l'Iran, c'est la même chose. Pour l'Inde, ils commencent à se réveiller. Oui, nous avons besoin d'une sorte d'architecture de sécurité à l'échelle eurasiatique qui nous protège tous. Ils vont en discuter, Nima, dans 2 semaines lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai à Tianjin, en Chine. J'arriverai à Pékin le jour même du sommet, en fait. Et cela aura lieu 3 jours avant le forum de Saint-Pétersbourg, où ils discuteront, entre autres sujets, de l'Arctique. Donc vous voyez, les Eurasiens, la Russie, la Chine et l'Eurasie, discutent tous de l'organisation de leur propre architecture de sécurité, et ils ne se soucient pas de l'Occident. Dans le cas de la Russie, qui est bien plus proche de l'Europe que les autres acteurs asiatiques, la Russie avait déjà proposé une option aux États-Unis. Discutons de tout cela, y compris avec les Européens. Et la réponse a été non. Que s'est-il passé 2 mois après?
l'opération militaire spéciale. Que se passe-t-il maintenant? L'opération militaire spéciale remplit ses missions. Disons-le comme ça. Et pourtant, les Européens se comportent comme une bande de chihuahuas édentés voulant une guerre éternelle, parce qu'ils sont guidés par l'OTAN, qui veut une guerre sans fin, et l'OTAN est guidée par l'État profond et le complexe militaro-industriel. Ils veulent la guerre perpétuelle. Alors Trump intervient. Pouvez-vous croire qu'en un éclair, Trump va dire « plus de guerre ». Sur quelle base et avec quel type de soutien? Il n'a de soutien nulle part. Il n'a même pas de soutien aux États-Unis, même au sein de son propre parti, où il y a des russophobes partout, sans parler des xénophobes et des iranophobes, comme vous le savez très bien, où l'on considère l'Iran, la Chine et la Russie comme des menaces existentielles. Le complexe militaro-industriel dépend de la vente d'armes en continu pour des guerres sans fin, car c'est leur raison d'être, la raison pour laquelle ils existent. Donc Trump, à lui seul, ne peut pas s'asseoir avec Poutine et dire « Écoutez, je vous promets que nous allons commencer à réorganiser nos relations. » Évidemment, les Russes vont regarder ça et dire « Vous êtes fous ?» Donc c'est vraiment une impasse. C'est une impasse. On pourrait avoir une sorte d'allègement, peut-être dans le processus, où Trump sera forcé de faire des concessions, ce qu'il ne pourra d'ailleurs pas vendre aux chihuahuas européens, ni à ces néo-nazis de Kiev. Et c'est à peu près tout. Il aura sa séance photo, vous savez, puis il dira « Regardez, je commence un processus de paix en Ukraine, très bien, et maintenant donnez-moi mon prix Nobel. » Donc vous voyez, tout cela tourne à la farce, et à une farce de bas étage en plus. And a cheap farce for that matter.